Donc, il s'agissait pour moi de briser un certain nombre de clichés sur 1968 et de contribuer avec tant d'autres à retrouver ce qui nous a été volé dans une certaine mesure, puisque vous êtes sans doute bien mieux placé encore que moi pour le savoir. J'imagine que c'est aussi pour partie douloureux de se voir privé par quelques figures médiatiques et charismatiques qui occupent désormais le haut du pavé, mais c'est plus tout à fait le même pavé que celui qui était lancé en mai et en juin 1968, mais voilà, de se voir privé de toutes ces luttes, de ce qui a été d'abord et avant tout une grève générale, la plus grande que la France et même au-delà ait connue dans toute son histoire. Et c'est vrai que ce qui était très fondamental du coup, c'était d'aller voir de plus près, grâce à des archives extrêmement foisonnantes, extrêmement diverses, ce qui s'était passé, en termes de pratique, en termes de projet, en termes de solidarité également. Donc pour ce faire, dans la perspective de ce livre, j'ai voulu décentrer le regard par rapport à ce qui se passait au quartier latin, même si bien évidemment j'évoque Paris, j'évoque Nanterre, la région parisienne de manière générale, mais j'ai voulu un peu voyager, me balader un peu partout en France pour marier des échelles à la fois locales, nationales et internationales. Donc j'ai travaillé sur énormément d'archives, notamment départementales, parce que dans les archives départementales, on a accès à les archives des préfets, des sous-préfets, les archives des renseignements généraux. On a accès également à des archives privées, des archives de syndicats, d'organisations, d'individus, de militantes, militants par exemple, qui ont pu déposer ces archives. Donc ça pour moi ça a été une grande révélation, hein. Je vais essayer de vous dire un petit peu quelles ont été mes découvertes, ça n'en est pas forcément pour vous, mais en tout cas pour moi ça a été quelque chose d'assez fort, de voir qu'un peu partout en France il s'était passé justement quelque chose, qu'on n'a pas pu échapper à l'événement, et que dès lors le clivage n'est pas du tout un clivage entre Paris et la province, ou entre les grandes villes et les petites villes, ni même entre le monde urbain et le monde rural. Parce qu'ensuite, il faudrait nuancer. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de grève, où il n'y a pas de cortège, où il n'y a pas de rassemblement ou de manifestation. Mais ce qui m'a surpris, c'est que aussi bien dans certaines campagnes de l'ouest de la France ou du Massif central, que dans de petites villes qui ne sont pas du tout de tradition ouvrière, où il n'y a pas eu de grands mouvements insurrectionnels, voire révolutionnaires, il se passe quelque chose. Et ça inquiète d'ailleurs beaucoup les autorités. Je vous donnerai l'exemple simplement du préfet de la Meuse à Bar-le-Duc, qui est absolument stupéfait de voir que dans son département, dont il dit que d'habitude il est très calme, très conservateur et très patriarcal, mais au fond, voilà, il y a un surgissement de l'événement qui perturbe beaucoup le pouvoir. Donc ça, c'était mon premier souhait, c'était d'aller brasser ces archives diverses. Et donc qu'il s'agisse d'archives du monde du travail que l'on trouve à Roubaix, que l'on trouve à Nantes ou également à La Roche-sur-Yon, d'aller donc dans ces archives départementales que je viens d'évoquer, mais d'aller consulter de la manière la plus exhaustive et la plus précise possible aussi les quelques, par exemple, 10 000 pièces qui sont présentes à la Bibliothèque nationale de France, où on trouve des tracts, des photographies, on trouve également des comptes rendus d'assemblées générales, de comités de grève, de comités d'action. On trouve aussi bien sûr beaucoup de documents à la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine à Nanterre, la BDIC. Là c'est vraiment extrêmement riche et c'est tout à fait... Excusez-moi. Bibliothèque de documentation internationale. La contemporaine, elle s'appelle comme ça. Ah, maintenant elle s'appelle la contemporaine, vous avez absolument raison, mais c'est vrai que j'ai gardé, comme ça fait quand même 15 ans que je la fréquente, je suis encore désuète, mais vous avez raison de me corriger bien sûr. Donc à Nanterre. Et tout ça a été vraiment enthousiasmant. Moi, ce qui m'a évidemment, choisir ce sujet, c'est aussi être porté par des espoirs, c'est être porté par des projets, par toutes ces voix
qui permettait, c'est le deuxième point, de rompre aussi avec, encore une fois, cette récupération médiatique de 68 qui dit tantôt, oh tout ça, c'était pas bien sérieux, c'était une fête d'étudiants au quartier latin et à Nanterre, ou alors c'était pire encore évidemment en termes d'interprétation, ça n'était que de la destruction, du nihilisme, c'est ce que dit Alain Finkielkraut par exemple, 68 a tout détruit et n'a rien reconstruit. Donc le deuxième centre d'intérêt qui m'animait, c'était d'aller retrouver les projets, justement, voir tout ce qui s'était inventé pour changer la vie, puisque c'était, je pense, un grand espoir qui a innervé, qui a structuré véritablement la grève générale de 68, c'était de changer la vie. Alors ça pouvait être dans le quotidien, de réformes ordinaires, modifier ses conditions de travail, modifier aussi la vie de son quartier, de sa ville. Et puis c'était également des projets révolutionnaires, voilà, une promesse de révolution, et on parle beaucoup de révolution en 1968, même la police, des rapports de police, des rapports de renseignements généraux expliquent que la situation apparaît révolutionnaire en France, dans telle ou telle ville, on se dit c'est véritablement la révolution. Donc ce que j'ai pu constater à propos de 68, c'est d'abord le brassage social qui est à l'œuvre au cours de l'événement. Un brassage social qu'on avait pu déjà trouver avant le mois de mai, avant même le 22 mars 1968. On peut se poser la question, quand commence 1968 ? On peut répondre à cette question d'une manière assez large, en rappelant l'importance par exemple de la grève de la Rhodia, Rhodia à Besançon. J'y étais encore hier, avant-hier et hier à Besançon. J'ai retrouvé des personnes qui ont connu la grève de la Rhodia, qui ont connu évidemment l'IP. Et c'est très important aussi de se souvenir qu'à la Rhodia, c'est la première occupation d'usine. C'est aussi le moment où on relève la tête pour dire nous sommes des hommes, pas des robots, où on s'oppose à la mécanique aliénante du travail. Et donc moi, ça m'a permis de revenir justement sur ce que les grèves, comme celle de la Rhodia, comme celle de la Savième, de la Sonormel à Caen en janvier-février 1968. Pour moi, ça c'est vraiment la véritable étincelle de 1968, ce qui se passe à Caen, avec justement ce brassage social où on a de jeunes ouvriers, ouvrières, on a des paysans, on a des étudiants qui viennent prêter main forte sur les piquets de grève et face au CRS. J'ai reçu récemment une très belle lettre d'une dame qui à l'époque était une jeune femme qui travaillait dans le secteur tertiaire, qui était employée du secteur tertiaire. Elle me disait voilà, moi j'ai participé à cette grève de Caen et j'avais très peur, on avait très peur parce que les CRS étaient très violents, mais les ouvriers nous protégeaient, ils étaient en première ligne et ils étaient extrêmement courageux. Et donc il y a déjà ce brassage social qui va être aussi l'une des marques de l'événement mai-juin 68, parce que souvent on a tendance à ne retenir que les fameuses grilles de Renaud-Billancourt qui se ferment le 17 mai sur décision des responsables de la CGT locale, face au cortège de 3000 étudiantes et étudiants qui viennent de la Sorbonne, pour justement aller renforcer les piquets de grève, aller discuter avec les ouvriers en grève. Mais en réalité, il y a beaucoup de manifestations de solidarité active entre le monde étudiant, le monde ouvrier, le monde paysan. Concrètement, ça se traduit par, d'une part, le fait que les étudiants décident d'ouvrir, étudiants et enseignants et personnel des universités mobilisés, mais d'ouvrir les universités, c'est bien connu, mais ça va bien au-delà de la Sorbonne, c'est vraiment un peu partout, à Strasbourg, à Nantes, bien sûr, à Rennes, à Lille. Voilà, les universités sont ouvertes et des ouvriers viennent discuter, débattre, pas seulement des ouvriers, mais toutes sortes de personnes que l'on retrouve dès le début du mois de mai. Quand on regarde les archives de police, on voit que dans les affrontements avec les CRS, il y a aussi bien des ouvriers qui sont des tourneurs, des fraiseurs, des typographes, des ouvriers du bâtiment. On a des employés, on a des postiers, des cheminots, on a des
garçons de café, des coursiers, des plongeurs de restaurants, etc. Donc il y a vraiment ce brassage social qu'on retrouve dès le début du mois de mai, avec ensuite ces universités qui sont ouvertes à tous et à toutes, où on va retrouver ces débats. Et en fait, cette solidarité, c'est à la fois une solidarité immédiate et pratique de réaction à la violence policière qui s'abat dans certains quartiers, notamment au quartier latin, mais c'est aussi une position très politique, voilà, parce que le marxisme ou la pensée libertaire imprègne de toute façon les consciences à cette époque, que l'on soit anarchiste ou marxiste, ou qu'on ne le soit pas d'ailleurs. Mais il y a quand même cette idée très profonde, mais vous en parlerez mieux que moi, que voilà, la classe ouvrière, sans forcément d'idéalisation. Moi, j'aime pas beaucoup parce que certains discours qui disent ah oui, on idéalisait la classe ouvrière. Ben non, enfin, c'était pas une question d'idéalisation, c'était aussi une question très pratique. C'est bon, qui va pouvoir véritablement bloquer l'économie, paralyser le système et faire en sorte que dès lors un rapport de force suffisamment puissant s'instaure pour changer la vie, pour y compris lutter contre le capitalisme, parce qu'il faut se le rappeler, c'était pas un gros mot à l'époque, et d'ailleurs aujourd'hui ça l'est de moins en moins. On peut se redire que le capitalisme, voilà, c'est un système économique qui est historiquement déterminé, qui ne vivra pas toujours, qui est un système quand même essentiellement fondé sur le profit et l'exploitation, et que donc on a toute légitimité au minimum à l'interroger et au mieux à le combattre. C'est ce qui se passait en 68 d'une manière ou d'une autre, même quand on se trouvait plus réformiste que révolutionnaire, il y avait quand même cette question du capitalisme qui était frontalement posée un peu partout, parce que les conditions de travail étaient très rudes, qu'on travaillait beaucoup, qu'on travaillait pour des tout petits salaires, que les inégalités sociales étaient vertigineuses, qu'il y avait 5 millions de personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Et donc ces solidarités actives, c'est aussi une réaction pratique et politique à ça, c'est-à-dire se dire que c'est la classe ouvrière, ce sont les ouvriers qui vont pouvoir véritablement paralyser par la grève le système. Et donc ça veut dire que ces solidarités, on les retrouve aussi quand des lycéens ou des étudiants vont sur les piquets de grève, et il y en a énormément partout en France, pas seulement en région parisienne. Enfin, c'est cette idée qu'on on est en pratique dans ces lieux de la grève et des occupations, et que c'est l'occasion de discuter, mais c'est aussi l'occasion de se renforcer mutuellement et de se protéger. Moi, j'enseigne à l'université de Rouen, qui se trouve en réalité sur une petite colline qui domine la ville de Rouen, qui s'appelle Mont-Saint-Aignan, et à l'université de Mont-Saint-Aignan, où il y avait à la fois les mathématiques, les lettres, les sciences humaines, eh bien, il y avait de très nombreux ouvriers qui venaient à l'université, mais ils recevaient en retour le soutien des étudiants qui n'avaient pas froid aux yeux et qui pouvaient aussi bien s'affronter à la police qu'au commando d'Occident. On retrouve aussi ces solidarités via des collectes de nourriture, des collectes d'argent, et c'est aussi une solidarité qui est d'ailleurs très internationale et internationaliste. On ne comprend pas 68 évidemment si on n'a pas en tête tout à la fois le printemps de Prague d'un côté et de l'autre la guerre du Vietnam, et donc la puissance d'une part de l'opposition à la bureaucratie des régimes autoritaires à l'Est, et le printemps de Prague, comme d'autres mouvements auparavant, la Hongrie bien sûr, les dissidences en Pologne, donne un véritable espoir pour un socialisme démocratique. Il y a beaucoup de textes qui circulent, qui viennent justement de Pologne ou de Tchécoslovaquie ou de Yougoslavie. Et puis de l'autre côté, c'est l'anti-impérialisme. Voilà, c'est quelque chose qui est très puissant, bien sûr, qui est une manière pour les militantes et militants anticolonialistes qui s'étaient tant investis pendant la guerre d'indépendance algérienne, eh bien, de déplacer leur engagement vers l'anti-impérialisme contre l'intervention militaire des États-Unis au Vietnam. Et ça, c'est une dimension qu'on retrouve évidemment partout dans le monde. Et ça, c'est très frappant avec la recherche historique de mesurer que, aussi bien au Cap, en Afrique du Sud, qu'à Istanbul, à Téhéran, à Dakar, en Nouvelle-Calédonie, eh bien, on retrouve ces mouvements, et pas seulement en Europe. Puis en Europe, il y a aussi des rencontres internationales, des militantes et militants italiens qui sont déjà dans des occupations d'universités, mais il y a aussi ce début de mouvement ouvrier à partir de 67 en Italie. Et les textes sont traduits, voilà, les textes italiens sont traduits en français et circulent dans les universités. Les textes, par exemple, des universités critiques italiennes, qui entendent justement ne pas reproduire un savoir qui est jugé quand même
voilà, un savoir dominant qui, à certains égards, reproduit les rapports de force sociaux. Et donc là, on les trouve, ces mouvements, ces voyages, ces gens qui se déplacent, tantôt en Allemagne de l'Ouest, la grande manifestation, bien sûr, du 17 février 1968 à Berlin-Ouest, où on retrouve quelques 20 000 jeunes, surtout, il n'y a pas que des jeunes, mais quand même, principalement, qui viennent de Belgique, qui viennent de Grande-Bretagne, qui viennent de France ou d'Italie. Et on retrouve cette force-là de solidarité active. Alors ça ne va pas sans obstacle, bien sûr. Un obstacle que je peux déjà illustrer par le biais d'un exemple pratique qui est justement de l'ordre de ces solidarités, c'est des étudiants suédois qui organisent une grande collecte en faveur de la classe ouvrière française en grève. Et donc il y a voilà, beaucoup d'argent qui est récolté un peu partout dans les villes universitaires de Suède. Et puis, il y a une petite délégation qui arrive de Göteborg et qui se dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Ou à qui va-t-on le donner? Et donc, ils arrivent à Renaud-Billancourt. Et là, ils se disent, bon, bah, qu'est-ce qu'on va rencontrer à Renaud-Billancourt? On va rencontrer le délégué CGT. Voilà, parce que c'est quand même lui qui est l'incarnation, finalement, de cette classe ouvrière. Et là, c'est une grande déception parce que le délégué CGT reçoit ces étudiants suédois en leur disant « Mais nous n'avons pas besoin de votre argent, nous sommes la classe ouvrière française et vous êtes quand même des romantiques, vous croyez en la révolution, mais nous, ce qu'on demande là pour l'instant et ce que demandent les ouvriers et les ouvrières, c'est des augmentations de salaire. » Alors, c'est pas vrai, mais il faut quand même réfléchir quelques minutes à ces questions aussi des tensions politiques, des tensions syndicales, des freins aussi qu'il y a pu y avoir au sein de cette grève générale. Bon, évidemment, sans les syndicats, il n'y a pas de grève. Hein, voilà, il faut quand même être clair. L'impulsion, y compris dans la première occupation d'usine, avec d'ailleurs séquestration à Sud Aviation dans la banlieue de Nantes, à Bougnay, ça se fait sous l'égide et à l'initiative du syndicat de la section Force ouvrière. Voilà, c'est pas n'importe quelle force ouvrière évidemment, on est en Loire-Atlantique. Donc là, il y a une influence plutôt trotskiste, de nature lambertiste, avec le militant Yvon Roqueton qui est proche, voilà, qui fait partie de ce courant trotskiste. C'est aussi la traduction de l'anarcho-syndicalisme en Loire-Atlantique. Donc bref, la section FO de Sud Aviation à Bougnay n'est pas représentative de toute force ouvrière à l'échelle nationale. Mais évidemment, donc sans cette dynamique à la base, sans cette volonté de partir en grève du côté de certaines sections de force ouvrière, mais bien davantage encore de la CFDT de l'époque et de la CGT. Il n'y a pas de grève, il n'y a surtout pas de grève généralisée, même si à certains endroits, ce sont plutôt des jeunes salariés qui se lancent dans la grève sans forcément être syndiqués, et même parfois sans avoir l'aval ou sans avoir la validation de la section syndicale locale. Bon, mais là, en fait, très vite se dessine un clivage. Bon, enfin, j'ai l'impression de ne pas vous apprendre grand-chose ici, hein, mais donc je vais quand même pas être trop long pour pouvoir discuter tous ensemble. Mais le principal clivage, en fait, c'est un clivage qui est de nature profondément politique, hein, au-delà des questions syndicales. Ces questions sont profondément politiques entre la CGT et la CFDT. Et puis, dès lors, entre justement le Parti communiste et le PSU et les groupes divers, de diverses obédiences qui se réclament de la révolution, qu'il s'agisse des libertaires, des maoïstes ou des trotskistes. Bon, ce clivage, il est, est-ce que ce mouvement qui très vite s'étend et pour arriver aux 10 millions de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, décident d'arrêter de travailler et d'occuper leurs usines, leurs bureaux, leurs magasins, leurs universités, leurs lycées, les théâtres, les ports, les gares, les services sociaux, les hôpitaux à certains égards, les maisons des jeunes, les maisons de la culture, etc. Bref, ce mouvement de 10 millions de personnes très profondément auto-organisés, avec des comités d'action, des comités de grève, des comités de quartier, des assemblées générales régulières. Est-ce que cette situation dessine une perspective réellement politique, au minimum, et révolutionnaire, pourquoi pas. C'est ce que pense d'ailleurs profondément même quelqu'un comme Michel Rocard, enfin je dis même, enfin là aussi vous serez beaucoup mieux
placé que moi pour en parler, mais bon, il n'ira après, hein, voilà, dans ces différents mémoires, pardon, dira tout ça, c'était un lexique hein, qu'il fallait employer, etc. Mais non, enfin moi je crois en tout cas à lire, y compris l'ensemble des dirigeants du PSU de l'époque, il y avait une véritable conviction vers un socialisme démocratique, voilà, et qui devrait passer par un processus de nature révolutionnaire. En tout cas, pas par un processus électoral. Et le PSU, d'ailleurs, a été la seule organisation politique, disons, installée, le seul parti, en fait, de poids à refuser la perspective électorale dessinée par De Gaulle et approuvée par le Parti communiste français, même si finalement le PSU a participé quand même à la campagne électorale, mais c'était avec beaucoup de réticence. Il fallait y aller parce que c'était désormais la seule perspective qui se dessinait, puisque c'était la décision des principales forces politiques du pays. Mais dans un premier temps, voilà ce que dit par exemple Michel Rocard et l'ensemble des forces du PSU, c'est pouvoir ouvrier, pouvoir étudiant, pouvoir paysan. Donc la question du pouvoir, on dit souvent en 68, la question du pouvoir n'a pas été posée. Ça me semble très faux. La question du pouvoir a été posée un peu partout. Elle a été posée dans bien des usines en grève et des universités occupées où on a commencé à se poser grâce justement à l'impulsion et du PSU et de la CFDT et de certains groupes, voilà, de certaines organisations, on va dire révolutionnaires, hein, pour éviter de parler de gauchistes, parce que bon, c'est pas le vocabulaire qui est employé par les principaux concernés. C'est vraiment poser cette question du pouvoir déjà dans l'entreprise, commencer à se poser des revendications qui, en partant des revendications élémentaires, hein, je vous donne un exemple, c'est ce que je suis allée récemment voir les salariés d'Air France en grève, et on proposait d'organiser un débat, et c'était autour notamment de ce qui se passait à Air France et Air Inter. Il y avait une grève très forte, très puissante, très tenace, et très organisée d'ailleurs. Et en fait, parmi ces revendications, je vous en cite une qui peut paraître ponctuelle, c'est le refus des primes. Mais en fait, quand on dit refus des primes, on est déjà dans une perspective politique, parce qu'on se dit, on refuse la mise en concurrence des salariés les uns envers les autres. Et à partir de ce type de revendication, là, on grimpe en quelque sorte des échelons vers la politisation de la grève. C'est-à-dire, on se dit, on va ouvrir les livres de compte. Bon, et donc on y verra peut-être un peu plus clair sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc avoir ce droit de regard, c'est déjà avoir une forme de pouvoir dans l'entreprise. Lever du secret bancaire, échelle mobile des salaires, droit de veto, ouvrier. Alors ouvrier, ça peut vouloir dire des employés de bureau, chèques postaux, hein, mais c'est vraiment l'idée d'ouvrier au sens de travailleur. Voilà, droit de veto pour les salariés. Par exemple sur les licenciements. Bon, là, c'est déjà posé justement cette question du pouvoir, c'est-à-dire poser la question de l'action possible au sein de l'entreprise, avec une très grande lucidité sur la question de l'autogestion qui ne doit pas être confondue avec la cogestion. C'est ça qui m'a aussi beaucoup frappé. Par exemple, on parle beaucoup d'autonomie en 68, pour l'autonomie par exemple des universités par rapport à l'État, mais j'ai été très surprise de voir à quel point le piège possible de l'autonomie était cerné. Alors que ça n'avait rien d'évident. Nous, on a subi entre 2007 et 2009 toutes les contre-réformes dans les universités où il s'agissait de rendre les universités autonomes, mais c'était pour mieux les mettre en concurrence les unes avec les autres, envers les autres, et d'être dépendants de financements, notamment patronaux, privés en tout cas, avec un désengagement des pouvoirs publics à l'égard des universités. Et ça, c'est déjà très bien saisi. C'est-à-dire que autonomie des universités, oui, mais pas pour qu'elles deviennent compétitives, qu'il y ait un marché de l'enseignement supérieur. Et c'est la même chose pour l'autogestion, parce que comme vous vous en souvenez peut-être, la perspective politique que dessine De Gaulle, et qu'il a déjà dans un tiroir depuis la guerre, en fait, c'est la participation. Donc, ce qu'il appelle aussi l'intéressement, voilà, et ce que soutiennent beaucoup de gaullistes de gauche, comme Edgar Pisani, par exemple, entre autres, enfin, on pourrait en citer bien d'autres. Et donc là, c'est la carte politique sur laquelle mise, non plus seulement d'ailleurs les gaullistes de gauche, mais même quelqu'un comme Pompidou, qui va se résoudre à cette perspective-là. Vous voulez avoir une part de responsabilité dans votre entreprise, voilà, vous allez participer. Et vous connaissez comme moi les affiches des ateliers populaires, les ateliers des beaux-arts. Participer, c'est-à-dire, participer, c'est en réalité faire le jeu du pouvoir. Donc la question de l'autogestion, elle est vraiment pensée
comme une question évidemment profondément politique qui nécessite de contourner les pièges de la cogestion. Parce que qui dit autogestion dit qu'il faut rompre avec les conditions mêmes de la production, les conditions sociales et économiques du travail, rompre avec le rapport de force au sein du capitalisme. Et donc, en fait, poser la question de l'autogestion, c'est déjà commencer à s'interroger sur la nécessité de mettre en cause le capitalisme dans la manière dont il est concrètement mis en œuvre au sein des entreprises. Donc ça m'a aussi vraiment beaucoup marqué, cette force politique de ne pas juste brandir des mots qui seraient des concepts politiques ou de théories politiques comme l'autogestion, mais c'est vraiment réfléchi en situation et aussi en lien avec les revendications immédiates. Donc c'est toujours l'idée de faire des ponts entre ce que l'on peut demander et qui est un révélateur, une sorte de dévoilement. Je trouve que l'événement, tout événement est un dévoilement, mais il révèle les conditions socio-économiques de l'époque, les conditions culturelles et morales aussi, parce que dessiner des cahiers de revendications, c'est montrer ce que sont concrètement les conditions de travail, et encore une fois, elles sont très rudes, et c'est pas du tout la France des 30 Glorieuses, celle qu'on peut les imaginer en général. C'est une France... en Europe occidentale de manière générale, mais on travaille beaucoup, on travaille dans des conditions de très fortes contraintes et de très forts arbitraires patronales. Et du coup, c'est partir de là pour poser des questions qui sont fondamentalement politiques et qui sont soulevées aussi dans certaines fédérations de la CFDT, par exemple, je sais pas, la fédération Acuitex, habillement, cuir, textile, avec quelqu'un comme, ou la chimie, avec quelqu'un comme Fredo Krumnoff. Comment ? Acuitex. Voilà, Acuitex, voilà, donc pour Acuitex, en ce qui concerne Krumnoff. Et qui lui-même a voyagé en Yougoslavie, enfin voilà, vous savez, tous ces déplacements, tous ces voyages qui ont des conséquences politiques pour restituer des expériences et essayer d'y puiser sans les plaquer. Bon. Et évidemment, la direction du PC et celle de la CGT ne l'entendent pas du tout de cette oreille, puisque en fait, il y a, on le voit, mais vraiment partout d'ailleurs, même s'il y a des résistances et des réticences au sein du PC et de la CGT, il y a la démission d'André Barjonet de ses fonctions au sein de la direction de la CGT, puisque voilà, il y a quand même cette idée que c'est pas... Que dans une situation comme celle-là où il y a 10 millions de personnes qui sont d'une manière ou d'une autre en grève, on ne peut pas se contenter d'une augmentation de salaire. Alors, comme c'est le cas à Grenelle, même si cette augmentation de salaire elle est considérable, et il ne s'agit pas du tout de balayer ça d'un revers de main, bien sûr que pour les quelques 15% de la population active qui touchent simplement le SMIC, c'est-à-dire des salaires l'équivalent de 400 € aujourd'hui, des salaires très très bas, évidemment c'est fondamental. Une augmentation de 35% du SMIC comme celle qui est décidée lors des négociations de Grenelle, c'est un appel d'air qui est considérable. Mais pour autant, il y a un cynisme d'ailleurs aussi bien gouvernemental que patronal à dire mais de toute façon vous croyez avoir gagné, mais en réalité ces salaires-là on va vous les remanger, on va vous les reprendre ces augmentations parce que vous allez devoir travailler plus, être beaucoup plus productif, parce qu'il va y avoir l'inflation et de fait les prix commencent à augmenter de manière assez vertigineuse dès le mois de juin et avec une prolongation assez forte à l'automne. Et puis bon, la question de toute façon... en ce moment, je discute beaucoup avec d'anciens et anciennes du PC, qui pour certains continuent de penser que la ligne adoptée par le Parti communiste était juste. Ce que je ne... De toute façon, qui suis-je pour... voilà, enfin, je ne suis pas là pour dire le contraire, mais bon, moi, ce qui me semble, après on peut en discuter, je ne vais peut-être pas justement trop m'attarder pour qu'on puisse parler ensemble, la ligne du Parti communiste français à cette époque, c'est ce qu'il appelle la voie française au socialisme. Donc la voie française au socialisme, c'est l'union de la gauche qui passera par un programme commun. Ce programme, il est détaillé assez largement par le Parti communiste tout au long du printemps 1968. Moi, je dirais que c'est un programme néo-keynésien. Voilà, enfin, un programme keynésien ou néo-keynésien, c'est-à-dire des réformes. C'est ça, la voie française au socialisme, ça sera des réformes progressives grâce à la prise de pouvoir électorale. Et d'ailleurs, le PC est en droit d'espérer que ça va marcher en 68. À partir du moment où De Gaulle décide de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser les élections les 23 et 30 juin, puisque en 67, les forces de gauche étaient tout près de remporter ces élections.
Donc, en 67, lors des élections législatives de 67, ça s'est vraiment joué à très peu. Donc, il y avait un véritable équilibre des forces que l'on retrouve d'ailleurs en 68, parce qu'il y a souvent un argument qui est donné par ceux qui continuent de défendre la ligne du PCF, c'est-à-dire qui disent de toute façon, la preuve, c'est que la situation n'était pas révolutionnaire ou pré-révolutionnaire, puisque regardez les résultats des élections. Il faut quand même se rappeler qu'en juin 68, le 30 juin 68, au deuxième tour des élections, les forces de droite ne remportent que 48% des voix. 48%. Donc c'est pas le raz-de-marée, parce que souvent il y a cette image, c'est un raz-de-marée gaulliste, donc l'opinion s'est complètement retournée, les gens ils ont tous voté De Gaulle. Mais non, c'est vrai qu'il y a, je crois, 82% des sièges qui sont remportés par les gaullistes, enfin par les forces de droite, non les gaullistes. Mais c'est justement, il y a un contraste terrible, qui est le contraste, propre quand même aux institutions de la Ve République, avec ces modes de découpage, de circonscription électorale, et ce que fait l'absence totale de proportionnel, bien sûr, dans ce scrutin, c'est 48% des voix dans les urnes, 82% des sièges à l'Assemblée. Bon, ça c'est quand même une chose qu'il faut rappeler, parce qu'au fond, le rapport de force politique n'a pas été profondément ébranlé par l'événement. On est à peu près au même résultat que ceux de 1967, même si c'est un échec important, un revers électoral pour le Parti communiste, qui lui perd 600 000 voix. Mais il reste quand même aux alentours de 21%. Voilà, c'est quand même un score, il perd beaucoup de voix en nombre, en pourcentage électoral, ça reste assez stable. Donc ça, je pense que ça peut pas être un argument. Évidemment, les gens de droite ont continué à voter à droite, y compris parmi les ouvriers. Les ouvriers en Alsace, il y a une tradition d'un conservatisme ouvrier, avec un vote de droite qui est bien connu, qui est traditionnel. Bon, donc ça, je pense que la question de l'équilibre des forces politiques n'a pas véritablement changé avec l'événement de la grève générale en mai-juin 68. Donc la question qui se pose, en fait, c'est est-ce que on pouvait aller au-delà de Grenelle, les 3 points de Grenelle, c'est-à-dire les augmentations de salaire, 10% en moyenne et 35% du SMIC, la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise, très important évidemment, puisque vu les conditions de travail et de militantisme syndical complètement clandestin, reconnaître la présence être obligé pour le patron d'avoir en face de lui des sections syndicales à l'intérieur des entreprises, c'est tout à fait important. Et puis le troisième point, c'est la suppression des abattements d'âge et des abattements de zone, donc la fin de ce préjudice de l'âge qui veut que, parce que vous avez 16 ans, vous touchez 60% du salaire à travail égal, du salaire moyen d'un ouvrier, entre guillemets, adulte. Bon, c'est très important. Ça, c'est Grenelle. Bon, mais on sait aussi très bien qu'à partir de Grenelle, parce que Charletti, je vous refais pas un dessin, parce que le PC a l'impression d'être débordé de toutes parts, d'être débordé par ceux qu'il nomme les gauchistes, d'être débordé par les grévistes qui ne veulent pas entendre parler de résultats de Grenelle, parce que c'est quand même, ça leur apparaît trop faible par rapport à l'ampleur du mouvement, qui se sentent débordés par justement Mitterrand, Mendes France, le rôle du PSU, donc il faut conclure le plus rapidement possible, et d'ailleurs il y a quand même un terrain d'entente à cet égard entre Séguy et De Gaulle, et Séguy le raconte dans ses mémoires. De Gaulle lui a dit, on a au moins un point commun, c'est qu'il faut que la grève, notre intérêt c'est que la grève se termine, et après on verra qui de nous deux l'emporte dans les urnes. Et bien sûr, Séguy dit, j'ai pas répondu à cette compromission que De Gaulle m'offrait. Mais en réalité, ça revient quand même à ça. Parce que quand l'Humanité titre le 6 juin 1968 « Reprise victorieuse du travail dans l'unité », alors qu'il y a encore 3 millions de personnes qui sont en grève, et des grèves très dures, parce que le mois de juin est très dur. Le mois de juin, c'est une entreprise de liquidation extrêmement violente de la grève, où on va envoyer des CRS et des gendarmes mobiles partout où la grève résiste. L'une des grandes affiches de l'école des Beaux-Arts, c'est Flin tient. Tant que Flin tient, c'est pour ça qu'il va y avoir des centaines et des centaines de personnes qui vont aller à Flin pour soutenir les grévistes de Renault. Et que Gilles Tautain va y mourir le 10 juin 1968, parce qu'il s'agit de tenir, et dans bien des endroits la grève tient. Et donc dire reprise victorieuse du travail dans l'unité, comme le titre l'Humanité, c'est il faut reprendre. C'est pas seulement un constat, regardez on a gagné et d'ailleurs tout le monde reprend, c'est qu'il faut reprendre. C'est à la fois un constat et une injonction à reprendre et à se diriger vers les élections législatives, encore une fois avec cette idée que d'abord il y a le risque que le PC se fasse doubler par un ticket Mitterrand-Mendes
lequel n'est pas du tout, alors là aussi vous en parlerez mieux que moi, mais n'est pas du tout approuvé dans les rangs, par exemple des ESU, des étudiants socialistes unifiés, voilà, enfin ça fait comme je vous apprends rien, mais on trouve évidemment bien des textes qui disent mais un Mitterrand, ça va pas la tête, enfin Mitterrand, non, mais surtout pas, enfin Mitterrand, on se souvient de son rôle pendant la guerre d'indépendance algérienne, on se souvient, j'avais un débat hier soir avec Benjamin Stora, qui a travaillé, comme vous le savez, sur le fait que, enfin, sur le refus de la grâce à l'égard de plus d'une quarantaine de militants indépendantistes algériens condamnés à mort et exécutés, quand François Mitterrand, notamment comme garde des Sceaux, leur a refusé la grâce. Donc on sait très bien qui est François Mitterrand, et même du côté, on va dire, de certains courants des ESU ou du PSU, même Mendes France n'est pas considéré comme une solution politique ajustée à la situation. Donc le Parti communiste, lui, il a quand même très peur de ça, d'être doublé à tous égards, et il se dit, il y a aussi un risque de guerre civile. Ça, je pense que c'est assez juste dans la situation. Enfin, moi, je pense qu'il y a, du côté de Gaulle, on sait, Baden-Baden, enfin, on saura jamais véritablement ce qui s'y est dit, parce qu'il n'y a pas de traces, mais récemment, il y a eu un documentaire qui passait à la télévision, qui montrait que le petit-fils de Gaulle expliquait que, voilà, De Gaulle est revenu requinqué, etc., parce qu'il savait, il a su à ce moment-là qu'il pouvait compter sur l'armée, et notamment sur les anciens de l'OS qui avaient voulu lui mettre 2-3 balles dans la tête, mais il fallait quand même compter sur eux, et leur promettre, d'ailleurs, l'amnistie, ce qui ne montrera pas d'arriver en juin. Mais De Gaulle a aussi compris non seulement qu'il pouvait compter sur l'armée, mais qu'il pouvait compter sur le Parti communiste. Oui, parce qu'il a compris fin mai et début juin que le Parti communiste était à peu près sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire, non, on va pas faire une insurrection générale, on va pas transformer les comités de grève, les comités d'action en un grand comité national de grève, comme le proposent Alain Crévy, Daniel Ben Saïd ou André Barjonnet. C'est à un moment, la question se pose, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un double pouvoir ? D'un côté, le PSU dit pouvoir étudiant, pouvoir ouvrier, pouvoir paysan. Et puis, certains disent, pourquoi pas, pourquoi pas comme en 1905, pourquoi pas comme en 17, un comité national, un comité central de grève. On fédérerait tous les comités qui existent un peu partout dans le pays. Bon. Et ça, évidemment, c'est pas la ligne du Parti communiste. Et je crois que De Gaulle comprend ça. Donc, il est rassuré sur la situation. Donc, il peut y aller. Il peut envoyer les CRS. Il peut, il peut y compris jusqu'à la mort, parce que c'est ça aussi, je vais peut-être terminer là-dessus pour qu'on discute, mais jusqu'à ce qu'il y ait 3 morts en juin, enfin il y en a même un 4e avec Marc Lanvin qui meurt à Arras, un colleur d'affiches du PC qui meurt dans l'entre-deux tours de l'élection, abattu par un commando d'Occident, mais il y a quand même Gilles Tautain, un commando gaulliste. Gaulliste. Excusez-moi. Vous avez raison. Enfin, je vérifie parce que j'étais persuadée que c'était Occident. Mais... Donc vous avez sans doute raison. Gilles Tautain, qui meurt à Flins, et le lendemain, à Peugeot-Sochaux, Pierre Bello et Henri Blanchet, qui meurent lors de l'assaut des CRS contre les piquets de grève et pour récupérer l'usine occupée. Et là, alors là, moi, ça continue, franchement, pour tout vous dire, à me donner la chair de poule. Donc je vous livre ça, et puis après, je m'arrête de parler. Que fait la CGT ? Enfin, quand je dis la CGT, c'est la direction, et encore elle-même divisée, de la CGT. C'est appelé, pas partout d'ailleurs, pas très fort, il y a plein d'endroits où on n'est même pas au courant de cet appel, appelé à 1 heure de débrayage. Voilà. Il y a eu 2 morts, 2 ouvriers qui meurent à Peugeot-Sochaux, la plus grande usine de France. Et là, c'est 1 heure de débrayage. Moi, j'en reste le souffle coupé, je dois vous dire, parce que si on compare 13 mai et 13 juin, voilà, le 13 mai, allez, on appelle à 24 heures, même si c'est dans des conditions difficiles, là aussi vous connaissez tout ça mieux que moi, je pourrais retirer ça à chaque phrase, mais pour ça que je m'attendais plutôt à faire des petites signatures dans un coin et pas à faire un débat, parce que vous savez tout ça, mais voilà, 13 mai, bon, appel à 24 heures de grève générale, 10 ans ça suffit, gouvernement populaire, et puis à bas la répression policière, libérer nos camarades, libérer les étudiants. Oui, mais le 13 juin, on n'est plus du tout dans la même situation. Là, le 13 juin, il y a de la violence extrême. Il y a des morts. Il y a des centaines d'étrangers qui sont expulsés, des militants antifranquistes qui sont renvoyés en Espagne, au péril dans l'État espagnol, au péril de leur vie, de leur liberté, de leur intégrité physique.
Il y a combien 11 organisations de gauche révolutionnaire, j'aime pas beaucoup extrême gauche, qui sont dissoutes. Sans que le PSU proteste évidemment. Mais le PC ne dit rien, même plutôt, je sais pas, on a un peu l'impression que tant mieux, quoi. Donc c'est grave d'un point de vue démocratique, quoi. C'est vraiment très grave ce qui se passe en juin. Même, en termes bien sûr politiques, social, économiques, mais démocratique élémentaire, quoi. Parce que j'ai retrouvé les archives du ministère de l'Intérieur, il se pose quand même la question, bah oui, mais alors attendez, si on dissout le 22 mars, Voix ouvrière, la jeunesse communiste révolutionnaire, l'affaire Lambertiste, est-ce qu'on va dissoudre Occident ? Ah ben non, finalement, non, on va pas y dissoudre parce que ils sont pas des fauteurs de troubles à l'ordre public, ça va, ils troublent pas l'ordre public. Et donc, moi, voilà, c'est là-dessus que je voudrais vraiment terminer, parce que le rapport de force est évidemment inégal. Le PC continue à faire 21% quand le PSU fait 5% dans les urnes. Mais la politique, la politique, elle est proposée avec des alternatives vraiment puissantes qui posent vraiment, encore une fois, cette question. Voilà, c'est pas forcément une situation révolutionnaire, mais c'est la dernière remarque. Et justement, quand on discute avec des gens qui sont restés fidèles, encore une fois, à cette ligne du Parti communiste, avec beaucoup de sincérité et beaucoup de volonté aujourd'hui d'y réfléchir posément, globalement. Mais la question c'est, alors, la situation n'était pas révolutionnaire, mais alors, quand est-ce qu'elle l'est, en fait ? Parce que quand il y a 10 millions de personnes qui s'arrêtent, que c'est très auto-organisé, même si parfois, dans certains endroits, bon, attention, c'est l'intersyndicale qui va gérer l'occupation, vous pouvez rentrer chez vous, les autres. Mais quand même, quand il y a, comme à Nantes, mais dans bien d'autres municipalités, des mairies occupées, on essaie de refaire partir la vie de la ville par la grève, dans et par la grève. Bon, alors oui, il y a un risque de guerre civile, il y a un risque, vous comprenez, il y avait un risque que De Gaulle envoie l'armée. Bah oui, mais ça, on le sait quand on est militant, marxiste, quand on se réclame du communisme, quand on se réclame, je sais pas, d'une perspective révolutionnaire, on sait que c'est un danger. Donc la question qui est posée, évidemment, c'est une question politique fondamentale et qui est profondément historique aussi, hein, ce que les Grecs appelaient le kairos, voilà. Est-ce que le moment opportun, est-ce que le moment est opportun pour se lancer avec une volonté politique dans une véritable alternative ou pas? Je crois qu'on peut remercier Lydie pour ce panoramique très large, qui a couvert non seulement mai et juin, mais même un peu avant, et qui, disons, se propulse sur l'avenir. Il me semble que dans ce panoramique, alors il y a peu de temps, mais peut-être quand même un peu de temps pour quelques questions. Bien sûr, bien sûr. Donc je vais vous laisser la parole. Moi, je ferai juste deux remarques. La première, vers la fin, lorsqu'il est question de De Gaulle et de son appréciation sur le Parti communiste, je pense que ça a été un peu, ce que vous avez dit, peut-être un peu rapide, parce que la question de savoir à quel moment il a basculé entre la conception qu'il a eue pendant tout le mois de mai, suivant laquelle tout ça c'était un complot communiste, etc., jusqu'à comprendre enfin à un moment donné que non, c'était pas dangereux et qu'il pouvait passer à une autre étape, je ne sais pas si c'est aussi tôt que ce que vous avez dit. Bon, c'est un élément. Il y a beaucoup de choses, je pense que dans ce que vous avez dit sur avant mai 68, il y a une place très importante à accorder effectivement au renouveau des luttes ouvrières sur un mode très anti-autoritaire. Pour avoir été au PSU à cette époque, je me rappelle que le Conseil national du PSU sur les entreprises des 30 et 31 mars 68 a sorti à ce sujet toute une série d'analyses sur le renouveau des luttes ouvrières dans ce sens-là. Bon, donc j'en dirai pas plus, j'ai juste une question très, très oiseuse, on va dire. Cet argent suédois, à qui il a été remis? À qui il a été remis finalement? Le savez-vous? Où est-il? Où est le magot? Où est passé le magot? Bon, je ne sais pas si vous avez une réponse là, et après, question. Non, j'ai pas la réponse, parce qu'en fait, là, on n'a pas la suite de l'archive. En fait, il y a juste... Mais ils disent qu'ils vont aller remettre ça au comité d'action en région parisienne, qui sont eux-mêmes dans des solidarités avec les familles de grévistes, avec notamment les familles dans les bidonvilles, les familles de grévistes, les familles notamment algériennes. Ils ont fait un gros boulot. Oui. Bon, qui veut prendre la parole? Oui, il y a une Alors, c'est question que
que l'on va souvent discuter. Est-ce que dans la position du Parti communiste, est-ce qu'il y a eu une influence de l'Union soviétique dans la mesure où la position de De Gaulle était ambiguë, mais n'était quand même pas d'un atlantisme total. Il avait fait sortir la France de l'OTAN, etc. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'il y a eu, dans les choix du Parti communiste, en particulier, une influence de l'Union soviétique ? Non, mais vous avez absolument raison, j'ai pas assez insisté sur la situation géopolitique et une situation de statu quo qu'on appelle la coexistence pacifique, même si elle n'est pas toujours aussi pacifique que ça, mais où il s'agit à toute force, quand on voit la Pravda, moi je lis pas le russe, mais il y a des traductions de la Pravda à l'époque, il n'y a pas du tout d'enthousiasme pour la grève générale qui se passe en France, pas du tout. Parce même que, de Castro. Même de Castro. Et Castro, en fait, l'année 68 est l'année du basculement pour Castro, parce qu'encore l'année précédente, il y a tout le mouvement de la tricontinentale, de l'OLAS, etc., et la volonté de dire il faut étendre la révolution. Et 68 est l'année du basculement pour Castro, puisque là, il va y compris soutenir... Enfin, voilà, l'intervention des troupes du pacte de Varsovie à Prague en août. Mais alors, le PC n'est pas aussi aligné que ça, mais ce qui est certain... Enfin, il n'est pas, lui, alors c'est pas condamné, mais il n'approuvera pas l'intervention des troupes du pacte de Varsovie à Prague. Mais en revanche, ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas multiplier les brèches telles qu'elles existent déjà. Il y a déjà assez de travail pour l'Union soviétique de contrôler la situation à l'Est. Et donc, très clairement, bien sûr que ça joue énormément l'idée qu'il faut maintenir cet équilibre et qu'il y a une très bonne entente entre De Gaulle et les responsables de l'Union soviétique. Il suffit de penser, alors c'est plus Khrouchtchev à cette époque en 70, mais le voyage de Khrouchtchev à Paris, ça avait été célébré dans l'humanité d'une manière absolument dithyrambique. Donc, voilà... Enfin voilà, la rencontre de Gaulle et de Khrouchtchev, c'était en 60. Donc il y a cette idée d'une stabilité, de toute façon, qui... Le Parti communiste, c'est la seule organisation à ne plus parler de révolution. C'est-à-dire que même les gaullistes disent, mais venez faire la révolution avec nous, dans le travail et dans la paix. Hein. Vous avez des grandes affiches des comités de défense de la République, les CDR, venez faire la révolution avec De Gaulle. Et donc, même la police dit, c'est la révolution, là, regardez ce qui se passe. Et le PC, non, il n'en parle plus. Merci. Pour rebondir sur votre question là tout à l'heure, le rôle, enfin disons, de l'Union soviétique, enfin disons le positionnement du PCF vis-à-vis de l'Union soviétique, je crois qu'il faut le compléter peut-être par le fait que 68, bon, il y a le printemps de Prague qui a commencé, et je crois quand même savoir que à cette époque-là, les instances dirigeantes du parti, comité central, bureau politique, ont quand même très très peur de ce qui risque de se passer à Prague, oui. À savoir clairement une intervention soviétique. Et là, c'est peut-être cela aussi qu'ils redoutent, autant que, disons, comment dirais-je, la brisure dans le non-alignement de De Gaulle. Parce que si les soviétiques interviennent à Prague, et beaucoup pensaient que ça risque de se produire, ce serait foutu pour le PCF, pour des dizaines d'années. Et je crois que cette crainte-là s'ajoute, va dans le même sens, mais elle s'ajoute et elle est très 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 forte. Bernard ? Non, simplement presque une information. Je veux dire, Martelly vient de sortir un livre cette semaine sur le PC et le mouvement. Oui. Et j'en ai parlé avec lui, etc. Mais il n'y a pas une allusion au problème de l'URSS. Et je crois qu'il faudra l'interroger. Il est d'accord pour venir en parler ici, d'ailleurs, dès que possible. Mais ce qui est très frappant dans le bouquin, c'est qu'il ne parle pas de l'URSS. On parle du mouvement de mai 68, ça c'est clair. Alors que je pense effectivement qu'il va y avoir quelques connexions. Mais bon, je ne les connais pas. Voilà. Donc il faudra effectivement approfondir cette question qui est effectivement importante. Je suis vraiment désolée, mais il faut que je parte parce que je dois aller à la maison des métallos. Oui.